Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Paul-Max Morin, je suis chercheur à l'université de Stirling au Royaume-Uni et enseignant à Sciences Po. Je travaille sur les mémoires de la guerre d'Algérie et par extension sur les mémoires de la colonisation française en Algérie, c'est-à-dire que j'essaye de réfléchir à ce qu'il reste de ce passé algérien de la France, pourquoi la société française se souvient ou oublie une partie de son passé colonial, mais aussi j'essaye de réfléchir à ce qui se passe dans l'intimité des familles, puisqu'il y a des millions de familles françaises qui ont été affectées par la guerre d'Algérie ou la colonisation en Algérie, et pour qui l'Algérie est quelque chose de très sensible, de très intime. Qu'est-ce qu'on raconte dans ces familles, comment on transmet, comment on ne transmet pas, et donc où en est un peu la société française aujourd'hui, 60 ans, plus de 60 ans après l'indépendance de l'Algérie. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, et surtout comment les débats sur le passé colonial français s'inscrivent dans une réflexion plus large sur un peu l'identité collective ou l'identité nationale, c'est-à-dire qui sommes-nous, qu'est-ce que c'est qu'être un Français, quelle est notre histoire collective, commune, quel est notre roman national et surtout où va-t-on? Où va-t-on en tant que société française? Quel est le projet de société que nous souhaitons dessiner pour la France et les Français? Et je suis très heureux de pouvoir faire cette vidéo pour la 4ACG. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être là avec vous en Bretagne, mais c'était trop compliqué logistiquement. Je tenais avant de commencer à vraiment vous témoigner tout le respect que j'ai pour votre engagement, un engagement qui parfois a commencé pendant la guerre d'Algérie, où certains d'entre vous ont pu refuser des ordres ou dénoncer la torture, et un engagement qui s'est ensuite prolongé après la guerre dans un refus du nationalisme et d'une forme de réécriture de l'histoire qui soit nostalgique et nationaliste de la guerre d'Algérie. Et donc j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour votre courage d'abord et votre engagement dans plein d'activités où parfois on s'est croisés puisque je pense aux témoignages en classe auxquels certains d'entre vous ont participé, à l'engagement contre le racisme auprès de SOS Racisme ou dans le projet Regard croisé qui fait rencontrer des jeunes algériens et français des deux côtés de la Méditerranée et auquel la 4ACG est associée. Je pense que dans la salle, il y a des personnalités que je connais et avec qui j'ai fait un bout de chemin et qui me manquent souvent. Je pense bien sûr à Jacques, à Christian, à René, à Eliette, à Michel Barthélémy. Mais je pense aussi à ceux évidemment qui ne sont plus là et qui m'ont beaucoup marqué, comme Bernard Gerland ou Alain Desjardins, et pour qui j'ai une pensée toute particulière aujourd'hui. Je vais commencer par faire quelques rappels historiques importants qui permettent de comprendre en quoi, finalement, cette histoire coloniale, elle nous livre une société française qui est traversée par l'Algérie, qui a été en partie structurée par son passé algérien. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est une histoire assez longue. La conquête de l'Algérie a lieu en 1830 et l'Algérie devient indépendante en 1962, donc ça fait 132 ans de colonisation. Donc c'est une longue histoire et donc de fait elle va énormément influencer la manière dont les deux pays, la France et l'Algérie, vont se construire. Cette histoire coloniale qui débute en 1830, elle commence par une guerre de conquête qui est extrêmement violente. Elle dure près de 40 ans, voire plus, et l'armée française va mobiliser énormément de soldats, énormément de moyens, va surtout employer des techniques de destruction massive qui vont profondément affecter la société algérienne. Cette violence, elle se prolonge bien au-delà de la guerre de conquête, puisque pour maintenir l'ordre, pour organiser le système colonial ou réprimer les revendications indépendantistes, le système colonial français va toujours utiliser une violence qui est souvent collective, que ça soit du début de la colonisation jusqu'à évidemment la guerre d'Algérie. Alors on pourrait se dire, oui, c'est une histoire violente, mais c'est une histoire ancienne, du 19e siècle, etc. Donc pourquoi s'y intéresser? Parce que finalement, face à ces crimes, la justice n'est jamais passée. Il n'y a jamais eu
de procès, par exemple, pour nommer les faits, nommer les responsabilités, identifier et reconnaître les victimes, et donc perdure un sentiment, si vous voulez, d'injustice dans le présent, avec lequel nous vivons dans la société française actuelle, aussi parce que pendant longtemps, on a raconté une autre histoire de la colonisation, qui était une histoire positive, faite de modernité, d'accès à la civilisation, de fraternité entre les peuples, alors que le réel est tout autre, et que le vécu dans les familles, notamment les familles qui ont des origines algériennes, est tout autre. Et donc ce décalage entre la vérité, le réel, ce qui s'est vraiment passé, et le récit que l'on s'est raconté, fait perdurer une injustice qui était déjà présente dans la violence et dans le crime au départ. Et ce sentiment d'injustice, c'est vraiment quelque chose du présent qui travaille encore la société française actuelle. Une autre spécificité de l'Algérie qui est très importante, c'est que l'Algérie, finalement, c'était pas une colonie. Dans le sens où, à partir de 1848, l'Algérie, c'est la France, ça devient 3 départements français. C'est même français avant Nice, qui est pourtant la ville où moi j'ai grandi. Et donc c'est important parce que ça veut dire que ça fait partie du territoire national, que les lois qui sont votées à Paris ben, s'appliquent aussi en Algérie, qu'il y a une forme, si vous voulez, d'assimilation, d'intégration des 2 territoires, parfois même des 2 sociétés, ensemble, ce qui va créer finalement des liens extrêmement forts entre la France et l'Algérie. Une troisième spécificité, c'est que l'Algérie, contrairement à d'autres colonies, c'est une colonie de peuplement, c'est-à-dire qu'il y a plus d'1 million d'Européens, qui sont souvent des Français, des Espagnols, des Italiens, des Maltais, des Allemands un peu, qui vont s'installer en Algérie à la fin du 19e siècle, notamment sur la côte, dans les grandes villes, pour constituer ce qu'on va bientôt appeler les Français d'Algérie. C'est important parce que ça crée une situation particulière où on a 1 million de Français d'Algérie qui vont habiter à côté d'eux, parfois avec les Algériens, donc une minorité d'Européens qui vont dominer tout le système économique, politique, social de l'Algérie. Donc ça crée une situation d'inégalité qui est la base même de ce système colonial algérien. Et c'est important aussi parce que pour tous ces Français d'Algérie, ben, l'Algérie, ça va de fait devenir la patrie, en tout cas la terre de leurs ancêtres, de leurs grands-parents, de leurs parents. Et donc c'est là où ils ont fait leur vie, leur famille. Et donc en 1962, lorsque l'Algérie devient indépendante, ces Français vont partir d'Algérie et constituer ce qu'on appelle aujourd'hui les Pieds Noirs et fortement aussi influencer évidemment tous les débats, les discussions qu'on va avoir sur à la fois le passé colonial en Algérie, mais aussi tout simplement les mémoires de cette guerre d'Algérie. Une quatrième chose qui me paraît importante pour le présent, c'est que pour installer un système colonial en Algérie, c'est-à-dire pour justifier le fait qu'il va y avoir une inégalité politique entre les Algériens et les Français, des inégalités socio-économiques importantes, puisque le principe de la colonie, c'est quand même d'exploiter les ressources et le travail des personnes sur place, une inégalité aussi juridique hein, qui va être inscrite dans la loi et dans ce qu'on a appelé le code de l'indigénat à partir de 1881. Pour justifier tout ça, il faut inventer une idéologie coloniale qui repose, si vous voulez, sur 2 jambes principales. La première étant ce qu'on a appelé la mission civilisatrice, c'est-à-dire croire et faire croire que la France et les Français avaient une mission de civiliser les autres peuples de la Terre, notamment les peuples colonisés et plus particulièrement les Algériens, pour leur apporter la civilisation, les lumières, la modernité. C'est un récit auquel les gens ont adhéré, ont peut-être cru sincèrement, et qui ne s'est pas évaporé avec les indépendances en 1962, qui continue beaucoup à influencer la manière dont on se représente ce que c'est qu'être français et la vocation peut-être de la France et des Français à travers le monde. La deuxième jambe de cette idéologie, c'est la racialisation, c'est-à-dire que l'on va créer des catégories de personnes, de races qui sont assez exclusives
où il est très difficile, bien sûr, de passer de l'une à l'autre. Et ce faisant, on va donc qualifier ce que sont les Français musulmans, les Algériens, ce que sont les Français d'Algérie, les Français de France, les Juifs d'Algérie, etc., etc. Et y associer, évidemment, des stéréotypes, souvent qui sont assez mouvants, mais qui sont racistes, et qui vont permettre de justifier au quotidien l'exploitation, la discrimination, le déni d'égalité, puisque on va concevoir que comme, si vous voulez, les Algériens sont des enfants, ils ne sont pas civilisés, ou ils sont dangereux, ou ce sont des violeurs, etc., etc., et ben, ça va permettre de justifier des traitements différenciés. Cette question de la race, on le sait aujourd'hui, elle ne s'est pas évaporée non plus en 1962, et elle continue aujourd'hui à travailler la société française dans son ensemble. Et donc ce système colonial qui est inégalitaire et violent, évidemment, il y a plein de gens qui vont s'y opposer et qui, en Algérie, mais aussi en France, vont demander sa réforme pour d'abord demander plus d'égalité entre les Algériens et les Français et faire véritablement de l'Algérie la France avec tout ce qu'elle a d'égalitaire, de républicain, etc., etc., toutes ces promesses qui étaient liées au républicanisme français. Mais ce système colonial, il va être impossible à réformer. Et il va demeurer violent jusqu'après notamment la Seconde Guerre mondiale, dans ce qu'on a appelé les massacres de Sétif en 1945. C'est juste après la libération de l'Europe du nazisme, au moment où les Algériens descendent dans la rue pour fêter eux aussi la libération de l'Europe, à laquelle ils ont contribué, puisqu'ils ont fait la guerre en Europe dans l'armée française. Et ils demandent aussi la fin du colonialisme, parce que c'est associé aussi à quelque chose d'extrêmement inégalitaire, comme l'était le nazisme. Et ces mobilisations, elles vont être fortement réprimées par l'armée française, hein. On ne sait pas exactement combien de milliers de morts il y a eu, mais 10 000, 20 000, 30 000 peut-être. Et ça va vraiment, c'est une violence ultime, si vous voulez, qui va vraiment signer une forme de non-retour. C'est-à-dire qu'après Sétif, il n'est plus vraiment question que l'Algérie reste française. C'est-à-dire que c'est la violence, si vous voulez, de trop emblématique qui va faire qu'une nouvelle génération d'Algériens militants vont maintenant se politiser en demandant l'indépendance de l'Algérie, ce qui se fait aussi ailleurs dans le monde, hein, notamment au Vietnam, où la guerre d'indépendance a commencé, ou dans les pays d'Asie, en Inde, etc. On voit les peuples colonisés se libérer, et donc les Algériens vont prendre ce tournant-là également pour développer un mouvement indépendantiste qui va s'incarner dans le FLN, le Front de Libération Nationale, qui en 1954 va faire des premiers attentats pour débuter ce qu'on va appeler la guerre d'Algérie. Mais comme l'Algérie, c'est la France elle va d'abord réagir face à ces attentats comme une opération de maintien de l'ordre. C'est-à-dire on va essayer de rétablir l'ordre en Algérie. Et comme l'Algérie, c'est la France, il est hors de question qu'elle devienne indépendante et il va falloir garder l'Algérie française par tous les moyens. Ce sont les mots de l'époque. Et tous les moyens, ça va d'abord vouloir dire d'envoyer ce qu'on a appelé le contingent, c'est-à-dire les jeunes de 20 ans français qui faisaient leur service militaire et qui sont envoyés en Algérie, normalement juste pour faire leur service militaire, mais de fait pour faire la guerre. Et ils vont y rester parfois jusqu'à 3 ans. Et en tout, tout au long de la guerre, la France envoie près de 2 millions de soldats, donc ça fait un nombre considérable de personnes qui vont être affectées par la guerre d'Algérie et vont faire une expérience là-bas du système colonial, de la violence, violence qu'ils vont infliger, mais aussi qu'ils vont subir, et ils vont revenir avec ça dans les familles françaises, dans les villages français, et c'est forcément quelque chose qui va affecter des millions de familles. Et garder l'Algérie française par tous les moyens, c'est aussi s'affranchir du droit, c'est-à-dire voter en 1956 ce qu'on a appelé les pouvoirs spéciaux, qui consistent pour la société, le politique, à finalement donner la responsabilité de la guerre à l'armée, qui va du coup s'affranchir petit à petit de tous les interdits qui normalement encadrent la guerre, et qui va petit à petit s'autoriser à faire des arrestations arbitraires, par exemple, ou des déportations d'une grande partie de la population algérienne dans des camps,
pratiquer des exécutions sommaires ou évidemment d'utiliser la torture pour obtenir des informations, mais aussi tout simplement pour terroriser la population, puisque la violence, la terreur, c'est ce qui aussi permet de rappeler qui est le maître, en l'occurrence là, la France, l'armée française en Algérie. Et enfin, garder l'Algérie française par tous les moyens, c'est aussi recruter près de 220 000 harkis, c'est-à-dire des Algériens qui vont être enrôlés dans l'armée française, parce qu'il faut faire masse, il faut des soldats, et c'est toujours mieux que d'envoyer finalement des Français de France. Ça coûte moins cher financièrement, mais aussi politiquement. Et puis les harkis sont très utiles sur le terrain, puisqu'ils permettent de traduire, ils connaissent aussi les routes, la géographie, les villages, etc., etc. Et c'est très important pour notre présent, puisque à l'indépendance, évidemment, ces harkis vont être très mal vus en Algérie, voire massacrés pour beaucoup d'entre eux, et vont du coup venir en France et constituer des familles algériennes un peu particulières, où ce sont des Algériens en France, mais qui ont parfois la nationalité française, qui ont combattu pour la France et qui donc ont une autre histoire et peut-être une autre mémoire de cette, euh, de cette guerre d'Algérie. Enfin, un cinquième point qui est très important, c'est que la guerre d'Algérie, elle a entraîné un changement de régime politique en France, c'est-à-dire la chute de la 4e République et la naissance de la 5e République en 1958, avec le retour du général de Gaulle au pouvoir et l'instauration d'un pouvoir exécutif fort, qui est celui de la 5e République, parce que c'est basé sur la croyance, la conviction que seul un pouvoir fort peut permettre de résoudre la guerre. Et donc ces institutions qui ont été créées dans la guerre, qui donc portent beaucoup la marque de la guerre, ben, ce sont encore nos institutions aujourd'hui. Et lorsqu'on débat du fait que le président, par exemple, ait beaucoup de pouvoir en France, que le Parlement n'en ait pas assez, etc., etc., ben, c'est aussi un héritage de la guerre d'Algérie. Et donc finalement, en 1962, quand l'Algérie devient indépendante, eh ben, on se retrouve avec une France qui est profondément formée, structurée, dessinée par son expérience algérienne. Juste tout simplement parce qu'il y a des millions de personnes qui vont venir s'installer en France ou revenir en France qui ont été affectées par la colonisation et le conflit. On va voir évidemment les millions de soldats revenir, retourner dans leurs familles, en Normandie, en Bretagne, et se rasseoir à une table où en fait personne n'avait fait la guerre, personne n'en parlait trop, et il va falloir ravaler toute la violence qu'on a vécue ou infligée, et reprendre sa vie alors qu'on vient de vivre 3 ans complètement hallucinants, traumatisants de l'autre côté de la Méditerranée. Il va y avoir évidemment l'arrivée des Français d'Algérie, des Pieds Noirs, des Harkis, des Juifs d'Algérie qui vont être déracinés, qui vont partir pour toujours de l'Algérie qui était leur pays et qui vont aussi là en tirer une grande forme de souffrance. Et évidemment les immigrés algériens qui vont aussi venir s'installer en France parce que c'est une période de boom économique et qui a besoin de main-d'œuvre, alors qu'en Algérie il n'y a pas de travail. Et donc on va avoir beaucoup d'Algériens qui vont venir travailler dans les usines, dans le bâtiment, dans les mines, etc., etc., dans tous les secteurs de l'industrie française. Et ce qui fait qu'on va avoir des millions de familles qui ont connu la colonisation et la guerre d'Algérie, qui en fait vivent en France. Et ces personnes-là ont eu des enfants, qui elles-mêmes ont eu des enfants, et ce qui fait qu'en 2020, dans ma thèse, on a mesuré que 39% des jeunes avaient au moins un grand-père ou une grand-mère qui avait été affecté par la guerre d'Algérie. C'est une guerre qui concerne énormément de personnes. Et dans ces familles-là, l'Algérie, c'est pas que des dates ou des anecdotes dans un livre d'histoire, c'est quelque chose d'intime. Ça concerne le regard du grand-père qui est triste lorsque on mange un soir d'été à table parce qu'il pense à quelque chose de l'Algérie. C'est le rapport à une grand-mère qui va cuisiner des gâteaux ou un couscous tous les week-ends et qui porte en elle aussi une forme de tristesse. C'est parfois des violences qu'on n'a pas su arrêter au sein de la famille, hein, des suicides, des violences intrafamiliales qui ont créé des grandes tensions dans les familles. Et c'est beaucoup
de questions, de mystères qui sont irrésolus et qui donnent à cette Algérie une forme de présence extrêmement puissante, mais aussi une absence, quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à résoudre, qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. C'est comme si on vivait, si vous voulez, à table avec un fantôme qui est assis en face de vous et dont on connaît, dont on sent la présence sans forcément la comprendre. Alors, chez les jeunes d'aujourd'hui, la plupart, hein, les 28% d'entre eux, c'est surtout des descendants de soldats. Puis viennent ensuite les descendants de Pieds Noirs, puis de Juifs d'Algérie, de Harkis et de militants, hein, qui sont des groupes évidemment plus restreints. Mais si vous regardez ce graphique-là, on a aussi mesuré le pourcentage de jeunes Français qui avaient des origines familiales algériennes, et on voit qu'il y a aujourd'hui 20% des jeunes Français qui déclarent avoir au moins un grand-père ou une grand-mère d'origine algérienne. Et il y a donc bien une part algérienne de la France, c'est-à-dire des millions de personnes qui sont concernées par l'Algérie. Et quand on a fait ce constat-là, eh ben, ça change tout, puisque c'est pas comme si on allait s'occuper d'un petit problème périphérique. C'est-à-dire que quand on s'occupe de l'histoire algérienne de la France, des rapports diplomatiques avec l'Algérie, des politiques pour traiter le passé avec l'Algérie, ou des conséquences de cette histoire dans le présent, eh ben, ça appelle une grande responsabilité, puisque ça concerne des millions de personnes. La première question que je me suis posée, c'est tous ces jeunes, donc à la fois ces 39%, ces descendants, mais aussi les jeunes Français en général, c'est-à-dire ceux qui ont entre 16 et 30 ans aujourd'hui, qui sont la troisième génération depuis l'indépendance, hein, qui forment finalement la société de demain. Bah, qu'est-ce qu'ils connaissent de ce passé algérien? Quelles sont leurs connaissances mais aussi leurs représentations, c'est-à-dire la manière dont ils se perçoivent le passé, dont ils se le représentent, même s'ils ne le connaissent pas vraiment. Bah, la première chose que je pourrais dire sans surprise, c'est que il y a un vrai, d'abord, manque de connaissances. On parle d'une génération qui, finalement, connaît très peu de choses de la guerre d'Algérie et encore moins du passé colonial, avec souvent une histoire qui est vraiment réduite à sa dimension violente, conflictuelle, hein. Je me souviens d'une enquêtée qui me disait la guerre d'Algérie, pour moi, c'est un déferlement de violence dans un Sahara vertical. Enfin, on ne peut s'imaginer que le sable, les palmiers, la violence. Donc, du coup, c'est une histoire qui est très aplatie par sa dimension violente et conflictuelle. Mais cette méconnaissance, elle se double souvent d'un manque de compréhension des faits. C'est-à-dire, ils vont parfois connaître des faits assez isolés, notamment grâce à l'école, hein, les jeunes vont maîtriser une bonne connaissance des acteurs, qui est le FLN, qu'est-ce que c'est que l'armée française, qu'est-ce que c'est que des harkis, qu'est-ce que c'est que le 17 octobre 61, par exemple. Mais souvent, ces faits sont connus, mais isolés. Il y a un grand manque de compréhension de qu'est-ce qui a provoqué, par exemple, cette guerre, donc le système colonial, par exemple, avant, et surtout quelles ont été les conséquences de cette guerre dans la société française aujourd'hui. Il ressort aussi que les jeunes ont souvent manque de mots pour qualifier, parler de cette histoire-là. On ne sait pas très bien comment en parler, donc évidemment, ça c'est un héritage aussi de la colonisation, puisque dans la colonisation, un meurtre n'est pas un meurtre, c'est une corvée de bois. La torture, c'est un interrogatoire, ce n'est pas une guerre, c'est une opération de pacification, etc., etc. Enfin, le colonialisme a toujours utilisé des masques et des euphémismes pour cacher la violence et les inégalités, et évidemment, ça reste aussi un héritage contemporain qui fait qu'on a eu longtemps du mal à pouvoir parler de cette histoire-là. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'évidemment, si la guerre d'Algérie est un peu mieux maîtrisée, notamment grâce à l'école, puisque c'est enseigné depuis 1983, que depuis 2012, il y a eu des gros progrès dans les programmes scolaires et qu'aujourd'hui, tous les tabous sont traités, la guerre d'Algérie est enseignée, donc on pourrait faire mieux, hein, bien sûr, plus, mais néanmoins, les jeunes interrogés ont quand même des bases, quelques bases sur les principaux acteurs et les principaux faits de cette guerre d'Algérie. Mais tout ce qui vient avant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire toute la colonisation, le système colonial, tout ça est bien évidemment un désert cognitif,
peu de jeunes, finalement, connaissent, maîtrisent, comprennent ce qu'est la colonisation. Et de fait, ça amène à une situation où les jeunes ont beaucoup de difficultés à se positionner sur la colonisation. Lorsqu'on leur demande comment vous la percevez, est-ce que vous pensez que c'était une expérience positive, négative, à la fois les deux, ou alors vous ne savez pas, on voit que la plupart des jeunes Français, donc 39 puis 25%, disent qu'elle est à la fois positive et négative, ou ne savent pas, ne veulent pas se prononcer. Ils sont une minorité à être capables de dire ce qu'ils en pensent, c'est-à-dire soit qu'elle était vraiment négative, 29%, soit qu'elle était positive, 7%, une toute petite minorité, mais ça dit quelque chose, en fait, d'un événement, enfin d'une période qui est pas du tout maîtrisée et sur laquelle ils ne peuvent pas se positionner. Et sur la guerre d'Algérie, de fait, on a aussi une très grande majorité des jeunes Français, donc 77%, qui disent très mal ou assez mal connaître la guerre d'Algérie. Mais ce qui est très intéressant à regarder, c'est que, évidemment, c'est pas pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que si ça, ce sont des perceptions globales, il y a quand même des jeunes Français qui connaissent beaucoup mieux cette histoire-là que les autres. Et ça, on trouve deux catégories principales de jeunes Français. Ce sont d'abord les descendants, c'est-à-dire ces fameux 39%. Les descendants de personnes qui ont été affectées par la guerre d'Algérie, donc c'est-à-dire des jeunes pour qui cette guerre d'Algérie et cette colonisation, c'est l'histoire familiale. Et la deuxième catégorie, ce sont les jeunes politisés, c'est-à-dire que des jeunes qui se disent intéressés par la politique, qui votent plus, qui savent un peu se positionner sur l'échelle gauche-droite, qui savent s'identifier à des partis, qui lisent les journaux, qui sont plus politisés que les autres, eux aussi connaissent mieux la guerre d'Algérie. Et en fait, ça dit quelque chose de c'est quoi cette histoire algérienne pour la France? C'est à la fois une histoire intime, de famille, mais c'est aussi une histoire politique. Une histoire politique puisque la colonisation et la guerre d'Algérie ont créé un clivage dans la société française, dès la colonisation, puis pendant le système colonial, puis évidemment pendant la guerre, avec voilà, des Français de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, qui se sont politisés, positionnés par rapport à cela, et que cela ce n'est pas terminé, ça reste finalement des repères politiques très importants pour les jeunes Français d'aujourd'hui. Et donc la politisation est une porte d'entrée pour mieux connaître cette histoire algérienne de la France. C'est que ces deux vecteurs, on va dire, donc l'origine familiale et la politisation, ne produisent pas du tout les mêmes effets. L'origine familiale, la transmission familiale, va déterminer surtout une meilleure connaissance, une plus grande curiosité pour le passé. C'est-à-dire qu'on va retrouver des jeunes qui vont lire plus, regarder plus de documentaires, s'intéresser plus à cette histoire tout simplement. Mais le jugement que l'on porte sur le passé, c'est-à-dire l'opinion que l'on va développer pour savoir si, par exemple, la colonisation était positive ou négative. Si on pense que les gars du FLN étaient des terroristes ou plutôt des résistants. La manière dont on perçoit les harkis, dont on perçoit les pieds noirs, dont on perçoit les appelés, etc., etc. Tout ça, c'est pas du tout déterminé par l'origine familiale. C'est déterminé d'abord et avant tout par l'opinion politique des jeunes. Aujourd'hui, en France, un jeune descendant d'une famille de pieds noirs et ou d'une famille d'Algériens, ils vont pouvoir partager une même appétence pour le sujet, une même curiosité et parfois même un même point de vue sur le sujet, sur la guerre d'Algérie et la colonisation. Mais un jeune de droite et un jeune de gauche, un jeune d'extrême droite et un jeune d'extrême gauche, non, ils ne seront jamais d'accord sur le passé. Et dans cette question, on leur demande s'ils pensent que l'OAS est un groupe de résistants ou un groupe de terroristes, ou ils ne savent pas. Sans surprise, il y a 52% des jeunes qui ne savent pas ce que c'est que l'OAS ou ne savent pas trop quoi en penser. Ce qui, en fait, reflète ce que l'on vient de dire sur la méconnaissance. Mais par contre, on voit très bien que les autres positions sont extrêmement clivées. On a à égalité 24% des jeunes et 24% des jeunes qui pensent que ce sont des terroristes ou des résistants. Et si on décompose ça par l'origine familiale des jeunes, on voit que ce n'est pas du tout un facteur explicatif. Par exemple, là, sur ce tableau, vous voyez que les jeunes qui ont des origines algériennes sont à la fois 42 et 41% à dire que l'OAS était et des résistants et des terroristes. Et même des descendants de l'OAS, de militants de l'OAS, vont être
49% à penser que c'était des résistants, mais aussi 42% à penser que c'était des terroristes. Donc c'est pas vraiment les origines familiales du grand-père ou de la grand-mère qui vont expliquer la manière dont les jeunes perçoivent le passé. Par contre, si on regarde leur positionnement politique, alors là, c'est très explicatif. On voit sur ce graphique qu'il y a véritablement une relation presque inversement proportionnelle avec des jeunes d'extrême gauche, de gauche et du centre qui vont être en très grande majorité, qui vont d'abord répondre que les militants de l'OAS étaient des terroristes, quand les jeunes d'extrême droite et un peu moins de droite vont plutôt penser que c'était des résistants. Et donc c'est bien le positionnement politique plus que l'origine familiale qui explique la manière dont on perçoit le passé. C'est important, ça, c'est pas un petit détail parce que longtemps on a raconté un peu n'importe quoi sur ce qu'on a appelé la guerre des mémoires ou le communautarisme mémoriel, comme si en fait ces groupes, les Algériens, les Pieds-Noirs, les Juifs, les Harkis, avaient transmis des mémoires familiales extrêmement opposées, extrêmement antagonistes, débouchant sur des générations qui ne pourraient jamais s'entendre et créer une guerre des mémoires, des tensions identitaires dans la société française. Alors qu'en fait, c'est pas du tout l'origine familiale. Ces familles n'ont pas transmis de haine ou de positionnement extrêmement stéréotypé sur le passé. C'est davantage une question politique, puisqu'évidemment, la colonisation n'a jamais fait l'objet d'un consensus politique en France et qu'elle est toujours une source de clivage idéologique entre la gauche et la droite, l'extrême gauche et l'extrême droite. Mais ça a aussi des implications en termes de politique publique, parce que si vous voulez finalement développer soi-disant une politique de réconciliation, de vouloir apaiser les mémoires, essayer de rapprocher les descendants de familles qui auraient soi-disant transmis des mémoires antagonistes, conflictuelles au sein de toutes ces familles affectées par la guerre d'Algérie, eh ben, c'est pas vraiment ça le problème, puisque aujourd'hui, on le montre, les descendants d'Algériens ou de Pieds-Noirs, ben, ils peuvent être d'accord sur le passé. Ils sont pas en tension, ils sont pas en conflit, ils se sont jamais battus et ils ne se battent pas aujourd'hui sur le passé. Alors, ça veut pas dire qu'ils partagent tous les mêmes conceptions, puisqu'ils n'ont pas la même histoire de fait familiale, mais ils peuvent quand même partager une même conception de la colonisation, de la guerre. Et simplement, ils n'ont pas la même histoire familiale. Par contre, là où il y a une tension, là où il y a un conflit, c'est plutôt vraiment dans la sphère politique, puisque là, on n'est pas d'accord sur ce qu'a été la colonisation. Soit c'est un crime contre l'humanité, soit c'est une histoire d'amour et de civilisation et d'échanges culturels, mais ça ne peut pas être les deux. Alors, la deuxième question qui m'a beaucoup animé, c'était finalement toutes ces représentations, ces connaissances de la guerre d'Algérie, comment elles parviennent jusqu'aux jeunes? Quels sont ce qu'on appelle les canaux de transmission qui font que les jeunes accèdent à cette histoire algérienne? Sans surprise, hein, le premier canal, ça reste l'école, puisque pour 76% des jeunes interrogés, c'est d'abord l'école, un professeur, une professeure qui leur a parlé de la guerre d'Algérie, qui a fait le cours, puisque c'est enseigné, comme je le disais tout à l'heure, depuis les années 80. Donc ça montre en fait qu'on est quand même dans une forme de normalisation où on va tout simplement apprendre la guerre d'Algérie comme on apprend d'autres périodes de l'histoire française. Le deuxième canal de transmission, c'est bien sûr la famille. Et donc c'est intéressant parce que longtemps on a raconté que la guerre d'Algérie était une histoire de silence, que on n'en parlait pas, que dans les familles c'était un tabou, ce qui est pas non plus faux puisque c'est ce qu'ont vécu les gens, mais finalement un silence, un tabou, une manière de non dire ou de trop parler pour ne rien dire ou de combler le vide avec des anecdotes, eh ben c'est aussi faire exister le sujet. Et donc c'est aussi le moment où l'endroit, plutôt la famille, où les jeunes vont entendre parler de la guerre d'Algérie ou sentir qu'il y a quelque chose de particulier autour de la guerre d'Algérie. Et donc dans les familles, on ne va pas forcément raconter l'Algérie à travers des dates, des événements ou tout ce qui est factuel comme on va pouvoir le faire dans un documentaire ou dans des livres d'histoire. Autour de la table, du repas, dans l'intimité des familles, le passé algérien, en fait, il se raconte peu déjà, et quand il se raconte, ça passe surtout par tout un faisceau d'indices,
de petites prises, si vous voulez, comme sur un mur d'escalade, qui sont déposées ici et là, et qui sont autant de balises sur lesquelles les jeunes vont pouvoir s'accrocher pour essayer de comprendre quelque chose. Et ces petites balises, ça va être à la fois des anecdotes en boucle, où on va tout le temps raconter la même bataille de pastèques au village, la rencontre avec un âne, peut-être parfois un moment de tension au tournant d'un virage, ou une rencontre avec un Algérien ou un soldat français. On va évidemment rarement raconter les phénomènes ultra-violents qui ont pu être vécus par la famille, puisque c'est évidemment difficile à raconter. Et il y a des phénomènes de protection dans les familles où on ne va pas vouloir transmettre la violence et le traumatisme. Ça va passer aussi par les silences, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vous êtes à table, vous prononcez une phrase autour de papa, qu'as-tu fait en Algérie? Papa, est-ce que tu as tué en Algérie? Et qu'il va y avoir un silence autour de la table qui s'installe. Et en fait, le silence, il est très parlant. Il vient dire aussi qu'il y a un sujet, un problème, et c'est aussi transmettre quelque chose, même si c'est simplement transmettre une question, même si c'est simplement transmettre un mystère, mais un mystère a vocation à être exploré par ces jeunes de la troisième génération. Donc c'est aussi ça ouvre aussi des portes, des questions dans lesquelles s'engagent beaucoup de jeunes. Mais en fait, transmettre, c'est pas forcément parler. Et la transmission, ça va donc passer aussi beaucoup par tout ce qui est matériel, c'est-à-dire les lieux, les appartements ou les maisons des grands-parents, les objets que l'on va retrouver autour de la télé, les abonnements à l'Ancien d'Algérie qui arrivent tous les mois ou tous les 2 mois, je ne sais plus, par la poste, la Rose des Sables qui a été ramenée et qui est à côté de la télé, les tableaux dans les familles de pieds noirs, ça peut être aussi évidemment plein de particularismes culturels hein, dans les familles algériennes, de harkis, de juifs d'Algérie, de pieds noirs, le rapport à la nourriture, à la musique, etc., fait que là, on a tout un univers euh, algérien, ou qui vient d'Algérie, qui fait partie de l'univers familial, qui compose la culture familiale et qui fait partie de nous. Et comme je le disais tout à l'heure, cet univers culturel, il est donc à la fois extrêmement présent, puisqu'il compose le paysage des jeunes, mais il peut être aussi très mystérieux, puisque on va pouvoir parfois contempler pendant des heures chez les grands-parents ce tableau qui représente, je ne sais pas, Constantine, tout en sachant qu'il y a un rapport avec Constantine, mais sans jamais pouvoir comprendre pourquoi les grands-parents sont partis de Constantine, les imaginer là-bas dans un monde qui n'existe plus avant, mais pourtant ils sont bien là présents aujourd'hui dans le salon à Marseille, qui est un peu une reconstitution de l'Algérie, mais on est bien en France. Donc finalement, l'Algérie, pour les jeunes, c'est pas l'Algérie coloniale des années 40 ou 50. Pour eux, l'Algérie, c'est le salon des grands-parents à Marseille. Et ce passé fantasmé, cette Algérie recomposée, cette Algérie reconstruite et transmise comme ça dans la pratique quotidienne au sein de la famille. Mais l'Algérie, elle est aussi transmise à travers finalement les conséquences qu'elle a eues sur les membres de la famille, c'est-à-dire la tristesse du grand-père, la nostalgie d'une mamie pour son village en Algérie, le silence, comme je disais tout à l'heure, mais aussi des violences qui ne se sont pas arrêtées. Hein. J'expliquais voilà, combien de suicides après le retour des appelés, combien de divorces, combien de femmes battues, peut-être d'enfants battus, de, aussi de tensions entre les enfants et les grands-parents qui ont fait que les familles ont un peu éclaté ou vivent avec une forme de violence, de non-dit, une grosse difficulté hein, qui explique aussi la teneur de la famille et les jeunes sont les spectateurs de cette douleur sans en être forcément porteurs. Et cette douleur, cette tension, cette faille, ce silence vont souvent être les premières portes d'entrée parce que c'est là que l'on va se poser des questions et qu'on va vouloir résoudre ces difficultés, répondre à ces questions. Et ça va lancer les jeunes dans des formes de quête où ils vont essayer de poser des questions et donc provoquer des changements dans la mémoire familiale.
Alors évidemment, il y a des différences de transmission en fonction des origines familiales, parce que c'est évidemment pas la même chose de descendre d'une famille de pieds noirs qui a pu ramener la plupart de ses affaires, qui avait un certain statut en Algérie, et donc qui a pu ramener par exemple plein de photos, de tableaux, d'objets d'Algérie, qui sont autant de balises sur lesquelles la transmission familiale peut se faire. C'est aussi des familles où tout le monde parle la même langue. C'est pas pareil dans les familles d'Algériens où les grands-parents sont souvent arrivés dans l'immigration avec très peu d'affaires et donc il n'y a pas de photos ou très peu d'objets. Il y a une coupure assez parfois nette avec le pays, ce qui fait que entre les générations, on ne parle pas la même langue et c'est difficile de transmettre quand la grand-mère et la petite-fille tout simplement ne se comprennent pas. Ça rend la transmission familiale très compliquée. Donc il y a aussi là une forme d'inégalité dans la transmission familiale, qui est importante de souligner. Et il y a des familles où cette histoire elle est beaucoup plus structurante que pour d'autres. Donc les familles évidemment de juifs d'Algérie, d'Algériens, de pieds noirs, pour qui l'Algérie c'était vraiment le pays des origines, ça constitue toute l'histoire familiale. C'est pas pareil pour les descendants d'appelés, pour qui l'Algérie c'est simplement l'histoire du grand-père. Alors une histoire traumatisante, une histoire difficile, mais c'est une parenthèse de 3 ans avec bien sûr la tentative de se reconstruire après le conflit, mais c'est beaucoup moins prenant, structurant que pour les autres familles. Et indépendamment de ces différences et de toutes les difficultés à pouvoir transmettre son histoire familiale, on remarque que toutes les familles arrivent quand même à transmettre l'essentiel, même là où il y a beaucoup de silence. L'essentiel, c'est surtout l'origine, c'est-à-dire faire comprendre d'où l'on vient, que l'on ne vient pas d'ici, que l'on vient d'ailleurs, que cet ailleurs, il est peut-être lointain, il a peut-être disparu, il est peut-être mystérieux, mais c'est un ailleurs. L'épreuve également, c'est-à-dire la difficulté du chemin parcouru. Donc il y a eu une tension, une violence, un exil, une immigration, quelque chose qui a été très difficile à vivre et à surmonter, et qui fait l'empreinte aussi de la famille. Et enfin, la reconstruction. Les familles, elles sont quand même pleines de discours sur la résilience, la reconstruction en France, le fait de rebondir, le fait de se réinsérer, le fait de refaire sa vie, etc., qui sont une manière de projeter les générations suivantes, tout simplement dans la France d'aujourd'hui, du 21e siècle. Et c'est en cela que dans la très grande majorité des familles, il y a eu très peu de transmission des haines ou de la violence, puisque l'objectif principal, c'est d'en protéger les générations suivantes et de pouvoir continuer sa vie et de leur permettre à elles et à eux de faire leur propre vie loin de ce moment difficile qu'a été la guerre d'Algérie et l'exil. La transmission des tensions ou de caractères conflictuels du passé, on va le voir tout à l'heure, advient surtout et presque exclusivement dans les familles qui sont politisées et qui donc font le choix de transmettre une histoire non pas intime, mais une histoire politisée de ce qu'elles ont vécu. Et donc cette transmission politique, la socialisation politique de la famille va faire que là, oui, les opinions sur le passé, le jugement sur le passé, voire le conflit, la tension et parfois la haine, hein, souvent dans les familles d'extrême droite, vont pouvoir être transmises aux générations suivantes. Mais pas parce que ce sont des familles de pieds noirs, de harkis, de juifs d'Algérie ou de militants au FLN ou à l'OS, mais parce que ce sont des familles qui sont ancrées à l'extrême droite, à gauche ou à l'extrême gauche et qui vont assurer une transmission politique de leur vécu. Ma troisième question, c'était de savoir si cette histoire algérienne et les mémoires transmises par la société ou dans les familles ont une influence dans la construction identitaire des jeunes, et notamment des jeunes descendants, pour qui c'est une histoire familiale. Je me suis posé cette question parce qu'on en a déjà un petit peu parlé. Il y a beaucoup de débats sur le fait de savoir si l'Algérie aurait transmis des mémoires, des représentations qui justifieraient, alimenteraient les tensions contemporaines dans la société française. C'est-à-dire que quand il y a un attentat terroriste, quand il y a des mouvements contre le racisme, quand il y a
des rébellions dans les banlieues, quand il y a des mouvements d'extrême droite, etc., on va souvent analyser ça en disant que c'est une conséquence de la guerre d'Algérie, que des mémoires de la guerre d'Algérie seraient encore conflictuelles, que la guerre d'Algérie ne serait pas terminée, qu'il y aurait des mémoires dangereuses, etc., etc. Donc moi, j'ai voulu savoir ce qui l'en était. Évidemment, pour les jeunes descendants, on est très loin de tout ça. C'est pas du tout, il n'y a pas eu de transmission du ressentiment, des haines, comme je viens de vous l'expliquer. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il n'y a pas un peu une tension intime, hein. Chez les jeunes, hériter de cette histoire algérienne, c'est pas non plus facile. C'est une histoire compliquée, qui est une histoire de violence, de déracinement. Donc forcément, ça a un impact sur leur vie familiale et donc sur leur propre construction. Si je devais qualifier ce rapport à l'histoire algérienne et cette manière de se construire, je dirais que c'est principalement un inconfort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose vraiment d'inconfortable où on ne sait pas trop où se placer, on ne sait pas trop quelle est vraiment notre histoire, on a plein de questions, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qui on est. Et tout ça, c'est très compliqué et ça pèse encore sur la construction identitaire des jeunes. Cet inconfort, il est principalement dû à une très forte méconnaissance, une méconnaissance de l'histoire familiale, parce qu'on ne sait pas beaucoup sur l'histoire de la grand-mère ou du grand-père, à part quelques anecdotes ou les grandes lignes. Ben évidemment, on a du mal à comprendre les mécanismes qui ont expliqué que les grands-parents sont arrivés en France et qu'on est aujourd'hui ce qu'on est aujourd'hui. C'est aussi une méconnaissance de l'histoire collective, qui dans ces cas-là peut venir combler hein, les manques de l'histoire familiale, l'encadrer, l'expliquer. Donc une meilleure connaissance de l'histoire, c'est ce qui permet aussi de répondre à certaines questions. Et comme c'est une histoire méconnue, ben, on reste souvent seul avec cette méconnaissance qui crée des incompréhensions et encore plus de questionnements. La deuxième source d'inconfort, et qui concerne plus particulièrement les Français d'origine algérienne et les Juifs d'Algérie, et un peu moins les descendants de Pieds Noirs, c'est que les catégories coloniales qui ont été inventées dans la colonisation, elles sont extrêmement fixes et elles perdurent finalement. Elles continuent de convoyer des représentations sur les Algériens, sur les Arabes, sur les musulmans, sur les Juifs, que les jeunes subissent encore, puisque le racisme et l'antisémitisme ne se sont pas évaporés en 62 et continuent à faire des victimes aujourd'hui, et ces jeunes en font l'expérience dans leur quotidien, et ce sont souvent ces expériences qui créent évidemment de la violence, un inconfort, mais qui les renvoient à leurs origines algériennes. C'est la compréhension que nous ne sommes pas des Français comme les autres, qu'il y a un particularisme dans la famille qui fait qu'on est traité différemment. Et du coup, ça fait de cette histoire algérienne pas seulement une histoire de couscous et de culture et de richesse, etc., mais aussi quelque chose qui fait qu'on est violenté encore dans le présent et que cette histoire, elle n'est pas terminée, elle continue de faire des victimes et que c'est ça qui fait tension dans le présent, plus que les mémoires antagonistes, etc. C'est que ce qui pourrit encore la vie des jeunes, c'est pas de savoir s'il faut commémorer ou pas le 17 octobre 61, même si pour certains c'est important, mais pour la plupart d'entre eux, ils savent pas vraiment ce que c'est. Ce qui leur pourrit encore leur quotidien, c'est que le racisme et l'antisémitisme continuent de les affecter. Ça, ce n'est pas terminé, ce n'est pas traité, et ça vient en partie de cette histoire algérienne de la France. Donc on voit par exemple dans ce tableau qui recense l'expérience des discriminations que les jeunes d'origine algérienne, lorsqu'ils ont deux parents ou au moins un des deux parents qui est algérien, bah, témoignent de taux de discrimination extrêmement importants puisque environ 60% d'entre eux vont dire avoir déjà subi une discrimination dans leur vie quotidienne. Ce sont des chiffres qui sont malheureusement corroborés régulièrement par différents instituts. Je pense au Défenseur des droits qui vient de publier une étude sur les discriminations et qui montre en fait les discriminations sont en augmentation et qu'aujourd'hui, bah, pour trouver un emploi ou un logement, bah, les personnes considérées comme noires ou arabes ont trois fois moins de chances d'y accéder. Dans une autre étude, ils ont également prouvé que les jeunes considérés comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de risques de se faire arrêter par la police que les autres et que ces expériences
quotidienne de la discrimination, ben, c'est aussi ce qui reste de ce passé, c'est ce qui fait encore tension. On peut voir par exemple avec cette citation d'un enquêté que j'ai appelé Valentin, qui parle de ses rapports avec la police, c'est que c'est vraiment la question du racisme et des interactions avec les institutions qui toujours le renvoient à des origines algériennes alors qu'il n'est pas forcément qui n'ont pas forcément été importantes ou transmises dans sa famille, mais qui, indépendamment de ça, son nom de famille renvoie toujours l'image de ses origines aux gens, qu'il est contraint de devoir se confronter à l'Algérie, d'en parler, il est toujours ramené à ça. Une autre enquêtée me disait, bah, pour les autres, je ne suis pas juste Nadia, je ne suis pas que Nadia, il y a toujours autre chose que moi qui me précède et qui me suit. Et c'est ce qu'expliquait bien Frantz Fanon hein, dans ses premiers livres, que le principe de la colonisation, c'est de vider les individus de leur substance et de les remplacer par des fantasmes produits par les colons, et que c'est comme ça que fonctionnent les stéréotypes et le racisme. Et enfin, ma quatrième question, c'était d'essayer de savoir si ces mémoires de la guerre d'Algérie avaient une influence sur la politisation des jeunes, sur la manière dont ils font ou perçoivent la politique. Ce qu'on a montré, c'est que la pluralité de ces mémoires ne débouche pas sur des socialisations politiques ou une politisation qui soit propre à ces groupes. Autrement dit, c'est pas parce que vous descendez d'une famille de pieds noirs que vous allez être forcément politisé de cette manière-là, en l'occurrence à droite ou à l'extrême droite. Il n'y a pas de déterminisme comme ça entre le fait de provenir d'une famille de harkis, de pieds noirs, de soldats et ce que vous êtes et ce que vous pensez politiquement aujourd'hui. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des comportements politiques spécifiques de ces fameux 39% des descendants de la guerre d'Algérie, puisque on a remarqué que c'était des jeunes qui étaient plus politisés que les autres, c'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser plus à la politique, ils vont plus voter, plus manifester, plus participer politiquement, ils sont à la fois plus conservateurs ou plus progressistes, plus révolutionnaires, plus critiques, plus protestataires que les autres jeunes Français. Ça s'explique principalement par le fait que dans ces familles, la politique a tellement compté que les mémoires familiales ont produit une attention particulière à la politique. C'est important de faire attention, de penser ce qui se passe, d'écouter ce que disent les hommes et les femmes politiques. Donc il y a une plus forte politisation qui a été transmise à la nouvelle génération et qui fait que les familles de gauche de l'époque transmettent leurs préférences politiques à leurs descendants, les familles de droite également. Donc il y a beaucoup finalement de filiation politique qui existe, mais on remarque quand même un phénomène important avec beaucoup de ruptures entre notamment des grands-parents qui ont pu être à droite et des descendants qui vont choisir plutôt de se positionner à gauche et assumer une rupture par rapport soit à leurs parents, soit à leurs grands-parents, car pour eux, justement, pour ces jeunes qui vont s'émanciper du poids politique de la colonisation, des représentations peut-être nostalgiques ou conservatrices de leurs grands-parents, pieds noirs par exemple, ou voire harkis ou de grands-pères soldats, et de vouloir construire leur propre rapport au monde, à la société française, à son histoire, avec les connaissances que ils et elles ont acquises à l'école ou à travers les médias, des documentaires, et opposer à leur famille une autre conception du monde. Mais ça ne veut pas dire que la politisation de ces jeunes, elle se fait sur les questions de mémoire et notamment de l'Algérie. Hein, ces jeunes, ils ont évidemment d'autres horizons, d'autres défis. On est au XXIe siècle, il y a les questions de, je sais pas, de féminisme, de changement climatique, il y a tout un tas de sujets qui les occupent au quotidien. L'Algérie devient quelque chose de politique dans deux cas très particuliers. Premièrement, dans les familles très politisées, où en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a eu une transmission vraiment d'une vision politique du passé, de la colonisation, de la guerre et de la France d'aujourd'hui, avec une filiation politique très forte à travers les générations. Donc par exemple, les familles engagées à l'OAS qui sont restées dans une forme de politisation très à l'extrême droite qui va continuer à porter un regard nostalgique sur l'Algérie française et son combat pour la défendre, qui est très nationaliste, conservatrice et qui va continuer à transmettre cette politisation avec des jeunes qui restent ancrés à l'extrême droite.
vont politiser l'Algérie et utiliser l'Algérie et ses mémoires pour lire la société française d'aujourd'hui. Mais de l'autre côté de l'échiquier politique, on va aussi retrouver des familles, par exemple, anticolonialistes, hein, qui étaient au FLN ou pour l'indépendance, et qui vont continuer à porter un regard critique sur la colonisation, sur la guerre, et porter un combat pour une France décoloniale, plus inclusive, ouverte aux questions d'identité et d'immigration. Cette filiation, elle se fait aussi dans ces familles plus positionnées à gauche et à l'extrême gauche. Et là, l'Algérie fait partie du répertoire politique de la famille où on va du coup s'impliquer et connaître les enjeux autour de la reconnaissance du 17 octobre 61, par exemple, de l'assassinat de Maurice Audin. Il y a tout un tas de combats qui sont des combats de la gauche et qui assurent une forme de politisation autour de l'Algérie. Mais ces situations sont finalement extrêmement minoritaires. Il y a une autre situation qui explique pourquoi l'Algérie devient un enjeu politique, et c'est principalement lorsque les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à cette question de l'altérité. On va distinguer deux cas. D'abord, les jeunes qui sont victimes de racisme et d'antisémitisme, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui, comme Nadia ou Valentin, sont obligés de se retourner sur le passé, et donc faire le lien politique entre ce qu'ils vivent dans leur quotidien et l'histoire algérienne de la France. Et donc, parce qu'ils sont victimes de racisme et d'antisémitisme, ils vont s'intéresser à l'Algérie, à la guerre d'Algérie, à la colonisation, et comprendre qu'il faut politiser ces enjeux pour comprendre leur situation aujourd'hui et lutter contre le racisme et l'antisémitisme dans la France contemporaine. Et puis, il y a les jeunes positionnés à droite et à l'extrême droite qui vont beaucoup politiser la question de l'Algérie parce que cette dernière est beaucoup liée aux questions d'identité nationale. Et donc, ces jeunes, quand on croise différentes réponses aux questions, on se rend compte qu'ils sont encore porteurs d'une forme d'idéologie coloniale, mais un peu plus modernisée. Et donc, dans leur discours, on va d'abord avoir des phénomènes de défense de la colonisation. Donc, ils vont refuser toute critique de la France pour pas affecter, si vous voulez, le sentiment national français, le nationalisme français. Donc, défendre la colonisation, ne surtout pas la critiquer. Mais aussi des discours qui vont continuer à stigmatiser les Algériens hein, de l'époque, du FLN, etc., mais aussi les Algériens et leurs descendants aujourd'hui en France, donc qui vont continuer à porter, si vous voulez, ce mélange de haine, de peur, d'incompréhension, de racisme autour des Algériens et de leurs descendants. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau qui est beaucoup plus victimaire, c'est-à-dire c'est un peu tous ces trucs autour du grand remplacement, avec l'idée qu'aujourd'hui, il y aurait une colonisation inversée et que la France et les Français seraient assiégés, menacés par l'arrivée des immigrés. Et ça crée finalement un positionnement victimaire qui est très porteur en termes de politisation, puisque on a un peu ce sentiment de menace de submersion, de mentalité d'assiégé, qui fait que il faut se mobiliser, il faut se politiser, il faut défendre son territoire, il faut défendre son identité, défendre son histoire, etc., etc. Et cetera. Et que ça a évidemment une forte résonance dans l'espace public français, même si ça reste des comportements minoritaires. Au final, je pense qu'on a pu montrer que les tensions mémorielles, qui sont d'habitude associées à la guerre d'Algérie et ses mémoires, elles ne sont pas forcément à chercher parmi les descendants. C'est vraiment plutôt une question de clivage politique. La colonisation et la guerre d'Algérie n'ont pas donné naissance à un cloisonnement des mémoires, mais plus directement à un cloisonnement des cultures politiques, coloniales d'une part, anticoloniales d'autre part, et c'est un clivage qui s'est formé dans la colonisation, qui s'est solidifié dans la guerre d'Algérie et qui a perduré dans la France post-algérienne, post-indépendance, et qui aujourd'hui se fixe sur vraiment le rapport à l'identité, à l'immigration, à l'altérité et au projet de société qui se dessine pour la France de demain. Pour terminer, j'aimerais réfléchir avec vous sur euh, finalement qu'est-ce qu'on peut faire si
L'enjeu, c'est pas de réconcilier les descendants, si c'est pas de réconcilier l'Algérie et la France, qu'est-ce qu'on peut faire pour que quand même notre rapport à cette histoire algérienne et surtout à ses conséquences dans notre présent soit apaisé ou dépassé. Et donc, qu'est-ce que serait une politique publique pour gérer notre rapport au passé et à ses conséquences sur le présent? Qu'est-ce qui pourrait permettre à la société de se mettre au travail? Comment on peut développer des outils pour que les individus qui s'intéressent à l'Algérie puissent travailler par eux-mêmes? Et une politique publique qui dépasse le simple cadre symbolique. C'est-à-dire, souvent, lorsqu'on déploie des politiques de mémoire, comme on dit, on va s'attacher à faire un discours de reconnaissance, des demandes d'excuses, de pardon, des érections de statues ou de monuments, des changements de nom de rue, ce qui ont une dimension symbolique importante, surtout pour les gens qui connaissent. Mais c'est là que le bât blesse, c'est-à-dire que vous pouvez faire autant de statuts à l'émir Abdelkader que vous voulez. Si personne ne sait qui est l'émir Abdelkader, en fait, ça ne fait pas travail, ça ne permet pas à la société de travailler sur elle-même. Et c'est ça qui est compliqué avec cette histoire algérienne, c'est que en fait, elle est encore pas assez connue pour faire mémoire. Il ne s'agirait pas de mettre une histoire en mémoire avant même qu'on la connaisse. Et donc, une politique publique, elle devrait d'abord s'attacher à produire de la connaissance. Les jeunes que j'ai rencontrés, ils ont exprimé une forte demande de mieux connaître cette histoire-là. Et sur ce sujet algérien, il y a encore tant à faire. Donc il faut produire de la connaissance, financer des thèses, financer des programmes de recherche, commencer à le faire sur d'autres sujets, en biologie, sur le Covid, même sur d'autres pans de notre histoire. Lorsqu'on a un problème, il faut mettre de l'argent dans la recherche pour pouvoir le résoudre. Et on peut ouvrir toutes les archives qu'on veut. Si on paye personne pour aller les éplucher, eh bien évidemment, c'est compliqué. Et aujourd'hui, à l'université française, il manque 11 000 profs. Et donc, la priorité, elle serait peut-être à mettre là. Ensuite, cette connaissance, une fois qu'elle existe, il faut pouvoir la diffuser. Ça aussi, ça implique de mieux former les professeurs, peut-être de créer des fondations comme ça existe sur la Shoah, par exemple, qui puissent financer des documentaires, des podcasts, des livres, des romans, des dessins animés, afin que la connaissance qui est produite par les scientifiques puisse vraiment descendre dans la société et que, enfin, on sache qui est Maurice Audin, l'émir Abdelkader. Mais l'autre problème qui faisait tension pour les jeunes, c'est évidemment encore cette question du racisme et de l'antisémitisme. C'est avec ça que les jeunes vivent encore. Et donc, si on veut vraiment s'attacher à résoudre les tensions héritées de cette histoire-là, il faut aussi développer une politique plus ambitieuse de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Le dépassement de cette histoire coloniale, ça passera aussi par une rencontre. C'est-à-dire que si l'on veut aujourd'hui inventer une nouvelle relation avec l'Algérie et les Algériens, qui ne soit pas une relation coloniale, basée sur l'arrogance des uns, la victimisation des autres, le ressentiment, etc., il faut pouvoir se rencontrer. Et notamment que les nouvelles générations, surtout si elles ont un lien familial avec l'Algérie, puissent voyager des deux côtés de la Méditerranée, se rencontrer et développer une curiosité mutuelle pour l'un et pour l'autre. Peut-être pour la première fois, développer une relation qui soit une relation d'égalité et de curiosité. Et ça, évidemment, ça s'organise. Ça a à voir avec la politique des visas, mais aussi des politiques de jeunesse qui permettent aux jeunes de voyager. Donc, il existe un office franco-allemand pour la jeunesse. Donc, on pourrait imaginer un office franco-algérien pour la jeunesse également. Mais c'est aussi circuler au sein même de la société française en organisant ces séances de témoignages, des rencontres entre jeunes, afin qu'il y ait de plus en plus d'opportunités, de moments, de lieux où l'on peut parler de cette histoire algérienne de la France. Sur les lieux, évidemment, il serait très intéressant d'avoir une fondation, un musée, un endroit en France, une porte à laquelle frapper lorsqu'on a envie de travailler sur son histoire algérienne, sur son identité algérienne, sur l'histoire de sa famille ou pas, tout simplement le sujet algérien. Aujourd'hui, c'est très difficile de savoir où frapper. Donc ça, c'est des politiques très concrètes qu'on sait en plus appliquer sur d'autres sujets. Évidemment,
elles coûtent de l'argent. Ça coûte beaucoup plus cher que de faire un discours ou de demander des excuses ou de faire une politique simplement de reconnaissance. Mais j'ai un peu la conviction qu'on n'arrivera pas à résoudre 132 ans de colonisation sans une ligne budgétaire. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est sûr que ça va coûter un peu d'argent, ou alors on continuera à vivre avec des tensions et des conséquences de cette histoire-là qu'on se refuse de traiter. Et un dernier point qui me paraît important et qui a à voir avec cette dimension politique de notre rapport à la colonisation, à la guerre d'Algérie, c'est qu'à un moment, il va falloir quand même clarifier quelle est notre relation à cette histoire-là et comment la nommer. Et peut-être construire un consensus autour de ce passé, comme on l'a fait sur d'autres pans de l'histoire de France. C'est-à-dire qu'il va falloir clarifier notre rapport moral, éthique, politique à la colonisation. C'est soit un crime contre l'humanité, soit une histoire d'amour qui a sa part de tragique, mais ça ne peut pas être les deux. Il va falloir, à un moment, nommer les choses, faire des choix, assumer une culture politique qui soit en cohérence avec les valeurs et le projet de société que l'on porte. Et ça, c'est davantage un travail qui concerne les militants et les hommes et femmes politiques plus que les administrations, mais je pense que c'est néanmoins un chantier important à mener. Important à mener parce qu'il est en fait très lié au combat politique qui se joue en ce moment pour le futur de la société française. C'est-à-dire soit il y a un projet qui assume un rapport critique au passé colonial et qui va travailler à une fluidité des identités, une fluidité des frontières, une société plus inclusive, une société qui prend à cœur le fait de lutter pour l'égalité contre le racisme et les discriminations. Soit il y a un autre projet de société qui consiste à nier tout cela, à considérer que ce n'est pas vraiment notre histoire, que ce n'est pas vraiment important, que c'est le fait seulement d'une minorité, quand bien même j'ai pu prouver tout le contraire jusqu'à présent. Un projet qui consiste à finalement vouloir rétablir la frontière, refuser cette égalité, rétablir les hiérarchies de l'époque qui ont permis à une partie de la population de préserver des privilèges en termes d'accès aux ressources, aux emplois, à l'argent, etc. Et de pouvoir maintenir ces privilèges-là et refuser de les partager avec d'autres parties de la population, refuser l'égalité comme un chemin nouveau d'organisation finalement de la société française. Toutes ces analyses, vous pouvez les retrouver dans le livre Les jeunes et la guerre d'Algérie et dans le podcast Sauce algérienne sur Spotify où on suit des jeunes qui ont des histoires algériennes dans leur famille, dans leur quête, leurs questionnements et la manière dont ils essayent de les résoudre. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de congrès et à bientôt, je l'espère.